Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Les éléments de la coalition RDF M23 en train de réhabiliter des routes pour acheminer le matériel vers les lignes de front. Des tracteurs ont traversé la frontière ougandaise à partir de Bunagana dans le territoire de Rutshuru. C'est la société civile du Nord Kivu qui l'annonce. Elle précise que l'ennemi organise des réunions à Kibumba pour préparer les offensives. Entre-temps, la marche de colère de la société civile prévue aujourd'hui a été étouffé. Top Congo FM. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est dans quelques jours. La plénière pour discuter de la question est en cours à la Chambre basse du Parlement. Top Congo FM. Partenariat Transco-Solutech pour notamment la digitalisation de la billetterie. Plus de zones d'ombre, il n'y a eu aucun paiement de part et d'autre dans ce projet en phase expérimentale. Top Congo FM. Dans la province du Congo central, la plupart des bâtiments des écoles catholiques ont vieilli. C'est le cas de l'Institut Luzolo, de la mission catholique de Miyomba dans le territoire de Luozi. Des toitures de l'Institut ont été emportées par un vent violent. Des moyens manquent pour sa réhabilitation en pleine année scolaire. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, les éléments de la coalition RDF M23 en train de réhabiliter des routes pour acheminer leur matériel vers les lignes de front. Des tracteurs ont traversé la frontière ougandaise à partir de Bunagana dans le territoire de Rutshuru. C'est Mambo Kawaya, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'annonce. Il précise que l'ennemi organise des réunions à Kibumba pour préparer les offensives depuis quelques jours. On l'écoute. Il y a seulement des réunions qui se passent, des préparatifs de guerre, notamment sur l'axe Kibumba. Il y a un certain Janvier Ouaga qui fut administrateur à l'époque du CNDP, nommé par le CNDP en 2009, qui aurait aussi pris part à cette réunion. Et on préparerait même les notifier encore une fois de plus, ou soit les nommer comme le nouveau administrateur dans la zone contrôlée par le 1-23, donc Kibumba et Bumba. Mais aussi sur l'axe Rutshuru. Et d'ailleurs, on a appris qu'il y avait même des tracteurs qui ont franchi la frontière de Bunagana pour entretenir des routes qui mènent de Tongo vers Kichanga, juste pour faciliter peut-être le mouvement des artilleries lourdes du M23. En tout cas, sur le terrain, les activités militaires côté UPDF et RDF n'ont jamais cessé et ça continue toujours. Et les FARDC, vous avez dit dernièrement qu'il y a eu du renfort. Est-ce que ce renfort se déploie sur le terrain? Bon, côté FARDC, visiblement avec la présence des unités spéciales, avec la présence des artilleries lourdes, donc des armes de nouvelle génération, avec la discipline qu'on observe peut-être sur les lignes de front. En tout cas, il n'y a pas vraiment de mouvement du côté FARDC à susciter des craintes dans les chefs de la population, mais plutôt ce sont des mouvements qui suscitent la confiance dans les chefs de la population. Donc les FARDC continuent à appuyer les VDP que de prendre la responsabilité première d'attaquer l'ennemi. Mais lorsque les VDP attaquent l'ennemi et repoussent l'ennemi, il faudra que l'armée aussi puisse entrer directement en danse. Mambo Kawaya, membre de la société civile de la province du Nord Kivu. Pendant ce temps, la manifestation prévue aujourd'hui à Goma par le collectif des mouvements citoyens, autre groupe de pression pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité, a été étouffée tout juste à son début par les éléments de la police. Plusieurs manifestants étaient interpellés. La manifestation devait partir du rond-point Mutinga et avait comme point de chute le gouvernorat de la province où un mémorandum devait être lu et déposé auprès de l'autorité provinciale. Les activités socio-économiques se sont déroulées normalement dans la capitale du Nord Kivu. Boutiques, magasins et autres commerces ont ouvert. Pour Jean-Claude Babazé, acteur de la société civile du Nord Kivu, la manifestation est un droit reconnu à tout Congolais. On l'écoute au micro de Jonathan Combi. Les mouvements citoyens ont le droit d'organiser des manifestations comme tout citoyen congolais parce que c'est quelque chose qui est garanti par la Constitution. On a donné des pistes de solutions qui viennent de la population et nous attendons maintenant l'exécution de tout ce qu'on a demandé. Les premières exécutions, on les sent déjà parce que toutes les positions qui étaient proches du camp de déplacés a été déjà dégarnies et on l'a ramené vers les lignes de front. Mais également, donc, tous ces commandants-là de VDP ou d'autres qui pensaient qu'ils sont intouchables, il y en a un qui vient d'être arrêté parce qu'il a commis ses forfaits et nous disons qu'avec cette lancée-là, il faut que ça aille plus loin. Bien sûr, les civils veulent appuyer l'armée. Et d'ailleurs, si aujourd'hui même la ville de Goma n'est pas tombée, c'est parce que la population a dit non à cette agression. Bien sûr, il ne faut pas que
les autorités aussi en abusent. Et les sociétés douanes, c'est ramener cette population chez elles, après bien sûr la traque de tous ces éléments du M23. Ils veulent aussi manifester contre les Sud-Africains, les présidents sud-africains. Nous savons que la SADC est là, bien qu'elle n'a pas encore fait grand-chose, mais ils sont quand même sérieux qu'ils sont là, ils sont aussi en train d'appuyer certains VDP par l'artillerie lourde qu'ils ont. Vous savez bien que la demande de départ même de ces contingents, c'est aussi une demande formée par le M23. Et donc, il ne faut pas tomber dans cette erreur-là. On doit plutôt faire une analyse approfondie avant de prendre certaines décisions. Jean-Claude Bambazé, membre de la société civile de la province du Nord Kivu. Parlant formation du gouvernement suminois, la première ministre poursuit les consultations des composantes de la majorité parlementaire. 7 regroupements politiques répondent à ce rendez-vous pour ce 4e jour de consultation. Chacun reçoit les orientations de la première ministre sur le profil des éventuels ministrables, le format du prochain gouvernement, mais aussi les chantiers prioritaires auxquels il faudra vite s'attaquer. Certains des regroupements politiques consultés mercredi suggèrent à la première ministre de s'attaquer directement à la résolution de la situation sécuritaire à l'est du pays une fois investie. Écoutez Clémentine Sangana, coordonnatrice du regroupement A3A, et Toussaint Mangala, président national de l'ABG. Ils sont au micro de Dieu merci, Loussa Koumoudou. Nous avons échangé sur beaucoup d'autres domaines qui nous causent de problèmes dans ces pays et nous pensons qu'elle fera mieux que les autres, en mettant ce gouvernement en place, en mettant des gens compétents, des gens qui méritent et des gens qui ont l'amour du pays et l'amour du peuple. Nous nous attendons à ce que les gouvernements sortent le plus tôt possible pour permettre à ce que le travail commence. Et nous sommes en difficulté avec tout ce qui se passe à l'est du pays. Nous voulons que les gouvernements soient là pour s'impliquer dans cette situation qui nous ronge depuis plusieurs années. Déjà par les faits de notre simple dénomination, nous regorgeons en notre sein une expertise avec la ressource humaine qui nous accompagne, ainsi que de la qualité, à même d'assumer n'importe quelle fonction au niveau de la majorité parlementaire. Et les défis à relever étant énormes, un cadre de l'Union sacrée de la nation propose à la première ministre de privilégier essentiellement la compétence. Junior Koudoura estime que l'action du gouvernement à venir doit être pragmatique et efficace. On l'écoute au micro de Trésor Kiyombo. Nous, on s'attend à un gouvernement essentiellement basé sur l'efficacité, le pragmatisme. Aujourd'hui, le chef de l'État bénéficie de 400 députés. Il a eu 73% aux élections. C'est un record à tous les niveaux. Et les Congolais s'attendent à des résultats pour ce second mandat. Les Congolais ne comprendraient pas que nous, au niveau de l'Union sacrée, nous ne puissions pas présenter à l'issue de ce second mandat un bilan concret avec des résultats probants. Donc, à notre sens, nous estimons que nous attendons un gouvernement qui soit pragmatique. Entre les politiques et les techniciens, qui doivent faire partie du gouvernement? Donc, à mon sens, je pense qu'il faut favoriser la population plutôt que les acteurs politiques. Il faut un gouvernement qui soit pratique et pragmatique. Et dans ce sens-là, je pense que dans le renouvellement de la classe politique, il faut faire de la place à de la nouvelle compétence. Technico-politique n'est pas tellement le point essentiel. Je pense qu'au niveau de la compétence, aujourd'hui, il y a de la compétence à tous les niveaux. Il faut la rechercher, il faut l'utiliser. On ne peut pas comprendre le fait que nous ayons des ministres qui aient échoué dans le passé et qui reviennent aujourd'hui encore une fois au gouvernement sous prétexte qu'ils soient chefs de parti, chefs de regroupement politique. Il y a de la compétence, même dans ces partis politiques que ces leaders dirigent, il faut l'utiliser. Le débat aujourd'hui, c'est aussi autour de la taille des gouvernements. À combien de membres doit être constitué le nouvel exécutif? Donner un chiffre précis, je pense que ce serait difficile. Je ne suis pas un prophète, mais je pense que le plus important, c'est de mettre en avant la population. Je pense que nous ayons 25-65 ministres, le Congolais, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si oui ou non il pourra acheter de quoi manger, si oui ou non il pourra payer son loyer, si oui ou non il pourra trouver du travail, commercer, avoir de quoi vivre au quotidien chaque mois. Nous l'oublions parfois, il nous reste 3 ans et demi pour pouvoir mettre en place aujourd'hui des réformes dans ce second mandat. Notre chef de l'État est à son second mandat. Nous sommes en mi-2024. La dernière année du second mandat, c'est l'année électorale, 2028. Et tenant compte des énormes challenges que nous avons, le gouvernement qui sera mis en place devra tirer des conséquences. Quelles sont ces conséquences? C'est-à-dire, tout est prêt à choisir les priorités des priorités sur lesquelles le gouvernement travaillera pour des résultats concrets, pragmatiques. Le pouvoir d'achat est un problème essentiel, la consommation, la production. Et donc, dans ce sens-là, pour résoudre ces problèmes, il faut nécessairement que nous bétonnions le pays de nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous installions des routes qui relient les provinces entre elles. C'est essentiel pour l'agriculture, pour la production, pour l'économie.
Junior Koudra, cadre de l'Union sacrée de la Nation. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est dans quelques jours. La plénière pour discuter de la question est en cours à la Chambre basse du Parlement. On fait le point avec le député national Eliezer Tamboué. D'aujourd'hui est consacré spécialement à la constitution d'abord de la commission qui devrait discuter entre l'opposition et la majorité en rapport avec la répartition des postes au niveau du bureau définitif. Voilà sur quoi nous avons tablé aujourd'hui. Du moment que je vous parle, la commission a terminé son travail et elle est en train de présenter son rapport devant la grande commission. Donc la plénière est en cours? Oui, la plénière est encore en cours. Bientôt là, nous allons devoir obtenir tous les résultats possibles. L'opposition est précisément Ensemble pour la République réclame le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a espoir qu'elle puisse l'obtenir? C'est une ambition démesurée de la part de l'opposition parce que si vous vous rappelez, le mandat passé, l'opposition avait presque 150 membres et n'a obtenu que les postes des rapporteurs adjoints. On se demande par quel miracle cette opposition qui a moins de 30 membres puisse obtenir un poste comme celui-là. C'est par pitié que la majorité va accorder certainement les postes des rapporteurs adjoints à l'opposition qui n'a que presque 29 membres au sein de l'Assemblée nationale. Le jeu démocratique, c'est un jeu qui se base sur la voix de la majorité. Le poids de l'opposition ne lui permet même pas d'obtenir un seul poste au niveau du bureau de l'Assemblée. Par courtoisie, la majorité a estimé nécessaire de reconduire ce qu'elle avait accordé à l'opposition lors du mandat passé. À quand le calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Est-ce ce mercredi? Je crois qu'en ce qui concerne le calendrier par rapport au processus d'élection d'installation du bureau définitif, à la fin de cette répartition, parce qu'on ne devrait pas sortir le calendrier avant qu'il y ait une convention entre la majorité et l'opposition en ce qui concerne la gestion de l'Assemblée nationale, donc la composition du bureau. Après cela, notre bureau va devoir nous proposer un calendrier qui sera adopté par la plénière pour que le processus soit réellement enclenché. Le député national Eliezer Tamboué au téléphone d'Éric Lukoki. Pendant ce temps, le collectif des jeunes leaders des partis membres de l'Union sacrée monte au créneau. Il s'insurge contre ce qu'il qualifie de campagne de diabolisation du professeur André Bata, candidat à premier vice-président de l'organe délibérant. Ce collectif promet des poursuites judiciaires contre tous ces politiques qui, selon eux, sont en mal de positionnement. Ils réaffirment à travers leur déclaration que le professeur André Bata mérite le soutien de tous au regard de son expérience avérée lors de la législature passée à la Chambre basse du Parlement. Écoutez un extrait de leur déclaration lu par Joël Moulumba, coordonnateur du collectif des jeunes leaders des partis membres de l'Union sacrée. Il est au micro d'Isabelle Mongo. Monsieur André Mbata Betoukoumessou, professeur d'université, est une personne relevant d'une haute moralité, d'une grande impartialité et d'une parfaite intégrité. Constitutionnaliste avéré, de haute expérience démontrée par celui-ci lors de la dernière législature à l'Assemblée nationale. De ces faits, nous réaffirmons notre engagement de soutenir son combat à servir la République et de disposer son savoir au service de celui-ci. Considérant que depuis son élection à la législature passée, au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a cessé de consacrer toutes ses forces à la contribution d'un Congo puissant et prospère dans l'unité et la paix. Le collectif de jeunes leaders des partis membres de l'Union sacrée de la Nation déplore néanmoins la campagne de déstabilisation et depuis quelques jours constatée par voie des médias et réseaux sociaux de certains aventuriers utilisés pour se faire passer membre des cabinets de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, afin de ternir l'image de cet éminent professeur d'université. De ces faits, nous mettons en garde tous ces imposteurs et leurs instigateurs de s'abstenir de cette démarche. Nous nous réservons le droit de poursuite judiciaire si jamais cette cabale persistait. Joël Moulumba, coordonnateur du collectif des jeunes leaders des partis membres de l'Union sacrée. Élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La plénière ouverte
vote aujourd'hui a été suspendu et renvoyé à vendredi, selon Liliane Comba, présidente du bureau d'âge. Le premier point à l'ordre du jour sur le traitement de la pétition de destitution des anciens membres du bureau d'âge ne peut pas se dérouler en l'absence des concernés. L'Assemblée provinciale a donné 48 heures à Jean Ladislas Umba, Julien Cassagna et Moïse Yamba de venir s'expliquer sur la non-tenue de l'élection des membres du bureau définitif. Cette plénière d'aujourd'hui s'est tenue en l'absence donc des députés provinciaux de l'opposition. Sur 48 élus, seuls 34 ont pris part à la séance de ce mercredi. Les élections générales de mai au Tchad couronneront la transition dont le président Tshisekedi est facilitateur pour le compte de la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour ainsi s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Son envoyé spécial Didier Mazenga séjourne à Djamena, la capitale. Il s'est dans ce cadre entretenu avec le ministre de l'administration du territoire, le président de l'Agence nationale pour la gestion des élections et les diplomates en poste dans la capitale tchadienne. Alexander Marc Lascaris, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, qui a aussi pris part à ces échanges, salue cette initiative qui témoigne des efforts de Félix Tshisekedi pour une fin heureuse de la transition post-Idriss Déby Itno. Suivez tour à tour le ministre Didier Mazenga de RDC et l'ambassadeur Alexander Marc Lascaris au micro de Béro Matanda. Comme vous le saviez, l'objectif de la transition, c'est l'organisation des élections. Et le moment attendu est là. C'est le dernier virage du processus de transition. Nous, comme facilitation, nous sommes venus d'abord nous rendre compte du calendrier qui a été établi et ces programmes mis en place et aussi encourager le président et les messages de félicitations du président Tshisekedi. Comme vous le saviez, depuis les élections référendaires au mois de décembre, ça évolue bien et que les Tchadiens et les Tchadiennes attendent le 6 mai les élections présidentielles. Donc, le message d'encouragement et d'accompagnement de la facilitation au processus des élections. Depuis mon arrivée au Tchad, je pense que le président Tshisekedi et son facilitateur, ils ont fait un rôle assez constructif et je pense que le président Tshisekedi est bien respecté par tous les Tchadiens, par tous les partis politiques et aussi par tous les Américains. Et il a fait un rôle très constructif dans le processus tchadien. Comme les États-Unis, j'aime tous les éléments de mon pays sauf notre politique. Je ne suis pas politicien, je n'ai aucune préférence politique même chez moi. Mon objectif est toujours que Tchad ait un processus juste et transparent et pacifique. Et j'étais très content de voir les 10 candidats qui ont signé le code de bonne conduite. J'espère que ça va continuer jusqu'à la journée de scrutin. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence. Utile de Kinshasa. Faire mieux connaître la RDC auprès des entreprises françaises, tel est l'objectif général de la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa. Dans le cadre des activités de cette semaine, une conférence de presse a été organisée à Kinshasa. C'était une occasion pour la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise et l'ambassade de France de présenter notamment les objectifs. Explication, Gino Reima Buira de Charisma. La 8e édition de la Semaine française de Kinshasa, un lieu de rencontre des entreprises françaises et congolaises, s'inscrit dans la continuité du Forum économique de Kinshasa de 2023. L'objectif est de mieux faire connaître la RDC auprès des entreprises françaises. Bertrand Bissengimana est président de la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise. Nous allons aussi profiter à l'ouverture de la Semaine française mercredi prochain pour le lancement à Kinshasa de la communauté Afrique-France Entrepreneurs. Cette communauté est issu du sommet Afrique-France de Montpellier d'octobre 2021. Au niveau des conférences, donc comme je vous ai dit, il y aura les thèmes secteur minier, numérique, ville durable, mais il y aura aussi la santé, l'agroalimentaire, la logistique et le transport. Donc là, ce seront les grands thèmes qui vont être abordés. Pour l'ambassadeur de France en RDC, la Semaine française de Kinshasa marque la manifestation d'une forte confiance de la France en potentiel économique de la RDC. Bruno Aubert s'explique. C'est une manifestation de confiance partagée. Et je crois qu'effectivement, ce qui est important, au-delà du nombre d'entreprises françaises qui viendront, une trentaine d'entreprises viendront, c'est bien. Mais ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, on considère rétrospectivement que c'était modeste. Et donc, je pense que c'est sur cette pente ascendante qu'il faut travailler et continuer de travailler.
Rappelons que la semaine française de Kinshasa se tiendra du 24 au 26 avril 2024 à Pullman. Une trentaine d'entreprises françaises y prendront part. Ginoré Mabouira de Charisma. Autonomisation des femmes par l'entrepreneuriat, le GPVLF, groupe de plaidoyer voire et leadership des femmes, a organisé avec l'appui de l'Affaires mondiale Canada et du Centre Carter une matinée de partage d'expériences et réussite à l'attention des femmes entrepreneurs congolaises. D'après Marie-Madeleine Kalala, présidente de GPVLF, ces échanges sont une étape cruciale dans le cheminement vers l'égalité du genre. On l'écoute ainsi que Karine Pala, femme entrepreneur participante à cette rencontre, et saute au micro de Jean Simakwala. Cette fois-ci, nous avons voulu faire partager l'expérience des femmes entrepreneurs aux jeunes femmes pour les inciter à se déployer dans ce domaine-là aussi. On a choisi des femmes expérimentées qui évoluent dans l'entrepreneuriat et qui sont venues parler de leur parcours pour inciter les jeunes à suivre ce chemin-là. Parce qu'on peut imaginer, on voit des femmes qui sont dans de bonnes situations, mais on ne sait pas par quel chemin elles sont passées, quelles difficultés elles ont rencontrées et comment elles ont pu faire face à ces difficultés. Il ne faut jamais se décourager parce que la vie est une suite de défis. Moi, je dis toujours aux jeunes de commencer avec le peu qu'ils ont, c'est-à-dire il faut gérer les émotions, même si ça va ou ça ne va pas, il faut toujours tenir le coup. Avec le peu que vous avez déjà commencé et voir dans la mesure du possible comment évoluer. On peut se battre seul sans pour autant passer sur le canapé comme vous venez de le dire, parce que nous sommes femmes, nous avons aussi tous les atouts de travailler, de booster pour nous-mêmes, pourquoi pas pour les autres aussi. Donc je dirais à toutes les femmes d'être courageuses, de se tenir main dans la main pour travailler, pour aller plus loin et éviter l'histoire des canapés. Il a pour objectif de conscientiser la jeunesse congolaise quant à son rôle à jouer dans le devenir du pays, mais aussi convaincre les gouvernants à mettre la jeunesse au cœur du développement. Le cercle de réflexion des jeunes de Kinshasa a organisé son café de réflexion qui intervient chaque 3 mois. Cette fois-ci, il était question de parler de l'avenir de la RDC sur le plan médiatique, judiciaire et budgétaire. On écoute Emmanuel Luyatou, vice-président du CRJK, au micro de Genovich Boa. Nous avons réfléchi sur l'avenir de la République démocratique du Congo sous plusieurs angles, le rôle des médias, la justice transitionnelle et surtout la dépravation de mœurs dans ce qui est de la dépense publique. Et nous avons donc ramené nos membres à travailler de commun accord pour que nous puissions donner à la République démocratique du Congo des citoyens sérieux, des citoyens capables de remplir des fonctions au niveau étatique, la bonne manière de faire les choses. Une nation vide des idées. Nous devons avoir des courants de pensée en termes de l'émergence de notre pays. L'exposé du jour a porté sur le rôle des médias et donc les médias ont pour mission l'information, la formation et le divertissement, et pour que ces médias remplissent ces fonctions, ils doivent évoluer dans un milieu qui favorise ces 3 aspects. Ils doivent évoluer dans un milieu où la régulation est de mise et surtout la subvention. Vous devez savoir que l'État ne subventionne pas encore les médias en République démocratique du Congo, et pour y parvenir, le cercle de réflexion du jeune de Kinshasa propose à ce qu'il y ait un bouquet qui va réunir tous les médias congolais, et pour avoir accès à ce bouquet, il faut payer. Et cet argent servira bien sûr de redevance à tous les médias qui auront des programmes dans ce bouquet-là. L'adhésion au cercle de réflexion du jeune de Kinshasa est libre. Notre siège, c'est au niveau du quartier Kingabwa, dans la municipalité de Limete. Il faut souligner que le cercle de réflexion des jeunes a fait plusieurs réalisations, respectivement dans le domaine environnemental, politique, droits de l'homme, entrepreneuriat, éducatif et philanthropique. Pendant ce temps, la RDC n'est pas en mesure d'exploiter son énergie électrique car son potentiel hydroélectrique et solaire est insuffisant. Si elle veut y arriver, il faut penser utiliser les autres sources d'énergie. C'est ce que proposent les scientifiques du CSU, corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Jeudi, lors de la matinée scientifique de cette structure, la semaine dernière donc, que dirige Dr Soft Mukuna, ils se sont posé la question de savoir si la RDC peut-elle comme on l'entend, exporter l'énergie électrique du Grand Inga. On écoute à tour le professeur Jean-Marie Béat, doyen de la faculté polytechnique, et le professeur Élisée Ilunga, secrétaire académique de l'ISTA, au micro de Genovich Boa.
La RDC ne peut pas chercher à exporter son énergie parce que c'est largement insuffisant. La RDC non seulement n'est pas à mesure, elle est incapable de le faire. J'ai démontré par exemple, la Chine produit par an 8500 TWh. La RDC a 11 TWh. L'Afrique du Sud a plus de 200 TWh. Nous allons exporter vers où? Si la RDC veut devenir une fisc émergente, nous avons démontré que ses potentialités tant hydroélectriques ou solaires, c'est à peine le tiers de ce dont la RDC a besoin pour devenir émergent. Et nous avons aussi démontré que l'énergie hydroélectrique et solaire, c'est pas suffisant. Il va falloir qu'on puisse penser à utiliser les autres sources d'énergie qui sont le pétrole, le nucléaire, etc., etc. Cette année, nous nous sommes fixés comme grand thème parler de l'industrialisation de la RDC. Et nous ne devons pas oublier que pour améliorer l'accès à l'électricité, il faudra que les industries soient d'abord opérationnelles. Parce que dans la production d'électricité, la population ou les ménages n'ont accès qu'à plus ou moins 25%. Donc il faudra que les industries qui consomment le plus puissent exister afin que les ménages puissent avoir accès à l'électricité. Avec ce que nous avons, nous ne pouvons pas exporter cette énergie électrique. Et les efforts doivent être fournis pour sédentariser les paysans. C'est l'appel lancé par la COPACO, la Confédération paysanne du Congo, mercredi 17 avril, journée internationale de lutte paysanne, placée cette année sous le thème « Construisons la solidarité ». La fin de la faim est à ce prix, estime le président de son conseil d'administration, Nathanaël Bouka, qui dénonce les atrocités, déplacements, viols, décapitations dont sont victimes surtout les paysans dans l'est du pays. Nathanaël Bouka est au micro de José Pachi. Où les paysans à travers le monde sont en train de célébrer leur lutte et nous devons construire la solidarité. Nous devons résister au génocide, aux violences faites à la femme, faites aux paysans, aux violences et au déplacement massif des paysans de leurs terres. Et ce que nous demandons à notre État, nous voulons qu'on développe des politiques de souveraineté alimentaire. Si, du point de vue alimentaire, nous dépendons des pays désertiques, nous dépendons des pays où il n'y a pas de fleuve Congo. Nous sommes un pays où les poissons meurent de la vieillesse, mais les hommes meurent de la malnutrition. C'est incroyable et inacceptable. Et nous sommes là en train de lancer un plaidoyer pour que la nouvelle première ministre, surtout c'est une femme, qu'elle ne puisse pas regarder dans une mauvaise direction. Si nous voulons nourrir les Congolais, il faut que le premier ministre puisse regarder vers une nouvelle direction. Et la bonne direction, c'est nous. En quoi serviront les élections de 2028 si on va vivre seulement 2 ans, 3 ans, on va discuter pour allouer des fonds à l'importation des denrées alimentaires. Et surtout, on importe que les déchets. C'est pourquoi on ne veut pas gaspiller des 80 millions pour des parcs qui vont nous amener des dettes, des coopérations. Mais nous voulons que cette fois-ci qu'on puisse investir dans les paysans que nous sommes. Nathanaël Bouka de la COPACO, la Confédération paysanne du Congo. Partenariat Transco-Solutech pour notamment la digitalisation de la billetterie, plus de zones d'ombre. Il n'y a eu aucun paiement de part et d'autre dans ce projet en phase expérimentale. Une réunion a été convoquée à ce sujet par le ministre des Transports et Voies de Communication. Vous suivrez tout à l'heure cette information. Paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2024, revenu 2024-23. La DGI invite tous les contribuables assujettis à cet impôt suivant le régime de droit commun à la stricte observance de l'arrêté ministériel du 16 mai 2023. Ce document fixe les mesures d'application de l'article 141 de la loi portant réforme de procédure fiscale telle que modifiée et complétée à ce jour relatif à la certification des états financiers annuels de synthèse des entreprises devront accompagner la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. Détail, Mamichela. En application des dispositions de cet arrêté, les états financiers annuels de synthèse à joindre à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2024, revenu 2023 à souscrire à l'échéance du 30 avril, doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo. Aussi, les contribuables concernés relevant de la gestion de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts de sièges modélisés et modernisés
spécialisés des directions provinciales des impôts et des centres d'impôts synthétiques sont-ils invités à désigner selon les cas un commissaire aux comptes ou un expert comptable pour accomplir cette tâche. En cas de présentation des états financiers non certifiés, il sera mis à charge du contribuable défaillant une amende de 100 millions de francs congolais conformément à l'article 93 ter de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale telle que modifiée et complétée par la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024. En plus, lors du contrôle fiscal, le contribuable concerné fera l'objet d'une taxation d'office pour rejet des états financiers, y compris la déclaration de l'IBP, conformément aux dispositions de l'article 14 et 41 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 susmentionnée. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles 15 alinéa 3 de l'arrêté ministériel précité et de l'article 92 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003, tel que modifié et complété à ce jour, il sera également appliqué en cas de non-transmission à la Direction générale des impôts des états financiers certifiés 30 jours après notification de la taxation d'office des astreintes de 100 000 francs congolais par jour de retard pour les personnes morales et de 25 000 francs congolais par jour pour les personnes physiques. Dans ce cas, les astreintes seront décomptées depuis le 30 avril de l'année jusqu'au jour de la transmission effective des 10 états financiers à la Direction générale des impôts. Tenant compte de ce qui précède, la Direction générale des impôts exhorte vivement tous les contribuables soumis au régime du droit commun à procéder à la certification de leurs états financiers annuels de synthèse afin d'éviter l'application des pénalités fiscales et de la procédure de taxation d'office. Mamichela, il compte organiser un sit-in lundi prochain devant les bureaux du chef de l'État si leurs salaires ne sont pas payés d'ici samedi. Les agents et fonctionnaires de l'État veulent par cette action faire pression pour obtenir leur salaire. D'après le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle qui sensibilise pour la réussite de cette action, personne ne veut leur donner les vraies raisons du retard enregistré dans la paye du mois de mars. Ils dénoncent ce retard qui viole les droits des travailleurs. On écoute Yapai Makengo au téléphone de Mamichela. Nous sommes en train de sensibiliser déjà tous les agents de carrière de service public de l'État. Ici, samedi, si rien n'est fait, le lundi, on va nous trouver devant les bâtiments du chef de l'État. Nous n'allons plus continuer avec ce retard. Les salaires dans tous les pays du monde, ce n'est pas quelque chose de discussion. C'est un droit. Nous avons travaillé durant les mois. Le gouvernement est obligé de nous payer. Mon ministère du développement rural n'est pas encore payé et d'autres ministères ne sont pas encore payés. Au moment où les fonctionnaires touchent d'abord les miettes des salaires, qui ne répondent à rien, qui ne tiennent pas le bout du mois. Et ce sont des locataires. Ils doivent payer les scolarités, ils doivent payer la régie des eaux, la SNEL. Ils sont en train de nous mettre mal à l'aise de tous ces services-là. C'est comme ça que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas d'accord que les salaires peuvent aller du 15 au 15. Non, ce n'est pas là. Les salaires doivent aller du mois au mois, donc du premier, du mois jusqu'au 30 du mois. On paye les gens les salaires. On ne peut pas aller du 15 au 15. C'est dans quel statut et dans quelle loi? Yapai Makengo du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle. Dans la province du Congo central, la plupart des bâtiments des écoles catholiques en vieillissent. C'est le cas de l'Institut Luzolo dans la mission catholique de Miyamba dans le territoire de Luozi. Des toitures de l'Institut ont été emportées par un vent violent. Des moyens manquent pour sa réhabilitation en pleine année scolaire. Détail, Cyril Milandou. Le préfet de l'Institut Luzolo de la mission catholique de Miyamba a déclaré que les moyens financiers font défaut pour réhabiliter les bâtiments endommagés par les vents violents. Joachim Bouyenikini. Le dortoir qu'on appelait communément Bandundu a été emporté par un vent violent. En dépit de ce dortoir, il y a encore 3 salles de classe qui ont été emportées, plus des tôles en pêle-mêle dans certaines salles de classe. Présentement, nous avons déjà fourni un effort. Nous avons au moins 46 chevrons pour réparer d'abord les 2 premières
salle, donc le dortoir plus la salle de pratique. Mais en dépit de ça, en tout cas, nous sommes bloqués parce qu'on n'a pas de tôle et il nous manque aussi un peu de clous. Mais du moins, les planches, nous avons déjà une bonne partie de planches, des madriers et aussi des chevrons pour déjà commencer à amorcer la réparation d'abord de ces deux salles de classe qui sont tellement urgentes. À tous les anciens de l'Institut Luzolo de Miyamba, Joachim Bouyenikini attend leur contribution, mais aussi de la part des personnes de bonne volonté. Par cette opportunité, nous sollicitons un concours, nous demandons aux amis ressortissants de Luzolo, sinon du point, vraiment de nous venir en aide. C'est Luzolo qui nous a donné les petits diplômes et que là où est chacun de nous, s'il y a lieu de contribuer, ça sera une bonne chose. Vraiment que les amis pensent, les ressortissants de Luzolo notamment, et aussi du coin, les fils du territoire, des provinces ou même les amis d'ailleurs aussi qui nous écoutent. La plupart des écoles catholiques du territoire de Louzi ont pris de l'âge. La construction de nouvelles écoles devient de plus en plus impérative. Cyril Milandou, projet de développement local de 145 territoires de la RDC. Après Libengue, le territoire de Kungu, dans la province du sud de Bangui, bénéficie de ce premier ouvrage. Il s'agit notamment d'un bâtiment administratif, des écoles primaires et centres de santé qui ont été réceptionnés par Rémi Atiko, l'administrateur de ce territoire. Détail, Firapira Kambou. Au total, 11 ouvrages ont été remis officiellement à l'administrateur du territoire de Kungu par les chargés des opérations de la CFF, cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, PDLSA 45 territoire Jatikuna. Motif de joie pour Rémi Atiko. Le numéro 1 du dit territoire dévoile la matérialisation de cette œuvre. C'est aujourd'hui, grâce au président de la République, chef de l'État, son Excellence ministre Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa facette de vision, celle de restaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, nous avons passé 16 mois sans recevoir un rond pour acheter ne fût-ce qu'une rame papier. Mais malgré tout, nous promettons, étant représentant valable du chef de l'État, de l'utiliser en bon père de famille. Sur les 4 territoires qui comptent la province de Sidou-Bangui, pourquoi les bâtiments administratifs du territoire de Boudjala n'est pas encore construit? Les chargés des opérations des CFF, 145 territoires, Jatikuna répond. Au moment où je vous parle, je pense que tout est en train d'être mis en œuvre. Les contrats ont été signés. Les premiers éléments en termes d'achat, d'acquisition de matériaux pour ce qui concerne la construction et équipement du bâtiment administratif de Boudjala. Ça sera chose faite. Je pense que demain on a une grande réunion, moi à partir de Gemena et les collègues qui sont à Kinshasa. Nous allons évaluer et voir dans un bref délai pour que les travaux démarrent. Et nous espérons que 3 mois, 4 mois maximum, les bâtiments seront aussi disponibles. Tenez que tous les ouvrages construits dans le cadre de ces projets seront remis définitivement d'ici une année. Le Sidou-Bangui aura dans l'ensemble 42 infrastructures construites dans le cadre des PDLSA 45 territoires. Gemena, Firapira Kambou, Top Congo FM. Et dans la province de l'Équateur, un conflit de limites de forêt oppose 2 villages du secteur Gombe-Mombangui dans le groupement Ngumoni. D'après le député Bienvenu Mangoza, élu du territoire de l'Issala, plusieurs habitations ont été incendiées et quelques décès enregistrés. La situation demeure tendue, affirme le député Bienvenu Mangoza, qui appelle les 2 camps au dialogue pour cesser de s'entretuer afin de lutter contre la pauvreté. On l'écoute au téléphone de Roger Kalala. J'ai appris la situation de conflit assortie des affrontements entre les 2 villages du groupe Mongomoni avec mort d'hommes, maisons brûlées et déplacement de la population en brousse. J'ai compati avec les familles endeuillées et je condamne fermement ces affrontements hontés entre les membres d'une même famille Kunda. J'appelle les 2 parties à l'association immédiate de ces conflits, à l'apaisement et au dialogue selon nos us et coutumes, avec l'implication des autorités provinciales, des autorités locales, les leaders religieux et les sages pour que la paix et le vivre ensemble reviennent dans ces groupements. Notre ennemi commun que nous devons tous combattre à tout prix, c'est la pauvreté indescriptible qui sévit dans les groupements Ngomoni en particulier, les secteurs de Ngombe-Mombangui et les territoires de l'Issala en général. C'est pas de nous entretuer pour les limites de nos forêts qu'on peut résoudre sans problème, ni les conflits entretenus et alimentés par des personnes mal intentionnées entre les membres des familles régnantes pour les pouvoirs coutumiers. Ces conflits vont par contre aggraver davantage la précarité qui a trop duré dans nos communautés et que personne ne nous divise. Le député Bienvenu Mangoza. Partenariat Transco Solutech pour notamment la digitalisation de la billetterie, plus de zones d'ombre. Il n'y a eu aucun paiement de part et d'autre dans ce projet en phase expérimentale. Une réunion a été convoquée à ce sujet par le ministre des Transports ivoire de Communication. Détail, Rachel Inassioué.
C'était une réunion de clarification. Toutes les parties étaient face au ministre, le DG de Transco, Cyprien, et ses collaborateurs, le DG de Solutec, Emmanuel Koloando, et les membres du cabinet de Marc Ekila. Un exercice important pour faire le point sur l'évolution du processus de digitalisation et de la billetterie. Maître Marc Ekila. Il y a un paiement de 1 428 875 que le partenaire Solutec a payé. Moi, je lis ce qui est dit. Non seulement c'est payé, je ne sais pas si c'est payé à Transco ou c'est payé où. Parce que moi, l'état du dossier, je sais que les parties sont en pourparlers. Je ne sais pas si à part le projet du contrat qui m'a été transmis officiellement depuis le 12 mars, s'il y en a eu un autre qui avait été déjà signé ou quoi. Là. Je voulais quand même comprendre parce qu'il ne faut jamais négliger les informations. Conclusion, aucune enveloppe n'a débloqué de Transco à Solutec et vice-versa. Cyprien Béré est DG de Transco. Moi-même, d'abord, j'ai dit non, mais ça c'est un marché public. Comment on peut faire ça de gré à gré sans les autorisations? Les directeurs financiers, les directeurs d'exploitation. Il y a eu des avis de nature à faire que ce contrat soit reformulé. Donc ce que vous avez là-bas, les boss soumis à comité, parce que le premier a eu beaucoup de problèmes de droit et d'économie et de finances. Ces documents existent, ce n'est entre parties. Non, l'argent, il n'y en a pas eu de part et d'autre. Mais, s'il faut ajouter, on a déjà l'étape expérimentale. Solutec estime que, en attendant que toutes ces formalités administratives soient remplies, avec de non-objections, ceci, si on peut lui donner quelque chose. La somme de 1 428 875 $ américains n'a jamais été transmis à Transco, mais il s'agit plutôt d'un calcul d'estimation transmis par Solutec au cours d'une réunion en vue de la digitalisation de 500 bus chaque année à raison de 28 875 par bus lent. Emmanuel Koloando est DG de Solutec. Je réfute cette allégation qui dit que nous avons donné à Transco 1 million faux. Je réfute l'allégation qui dit que nous avons transmis à Transco les coûts d'investissement de notre projet. Dans les contrats de prestation de services signés avec Transco, moi je qualifie cela d'un pré-contrat. Pourquoi? Il y a un article qui dit si les tests approuvent que c'est avantageux. Donc c'était au conditionnel. Donc ce n'est pas un contrat définitif en fait qu'on a signé. C'était juste pour que Transco me montre la bonne volonté que l'argent que je dépense, il y a un papier et on l'a fait. Ce sont des choses qui dérangent vraiment Excellence. Quand vous prenez les 1 428 875 000 divisé par 500 bus, vous avez un bus qui doit payer annuellement 2 875 $. Si vous le divisez par mois, le bus va payer 79,4 $. Pour le moment, c'est 38 bus qui connaissent en phase expérimentale la digitalisation. Les équipes ont été fournies en préfinancement par Solutec. C'était Rachel Innessuy. On va amorcer l'atterrissage avec les RDC, ses partenaires qui comptent développer une stratégie de conservation de 30% des écosystèmes terrestres et marins d'ici 2030. C'est pour répondre à un engagement international signé par les RDC lors de la COP 15 à Montréal. Pour y parvenir, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Wildlife Conservation Society, a convoqué les parties prenantes dans la sécurisation des terres et aires protégées pour évaluer l'implication des peuples autochtones et des communautés locales dans la gestion des aires protégées à Kinshasa. Détail, Rémi Moulingati. Selon le coordonnateur adjoint du programme Fonds Vert au WCS, l'accompagnement de son organisation au gouvernement de la RDC dans ces processus l'aidera à disposer d'un document de politique appelé Stratégie 3030 après la COP 15 qui s'est tenue à Montréal. Patrick Okitaela. L'essentiel de cet atelier a porté sur l'implication des parties prenantes, les peuples autochtones et les communautés locales, sur un plan d'engagement qui permettra à la RDC de disposer d'un outil d'aide, un document de politique qui permette de décliner l'action du gouvernement de la RDC sur la stratégie 30. Les représentants des peuples autochtones à ces travaux félicitent l'implication de tous les partenaires pour qu'ils soient valorisés. Raïm Kaïs Safi travaille dans la réserve des faunes au Capi à Mambasa dans la province de l'Ituri. Comme le président avait dit, la RDC c'est un pays solution en matière de ressources naturelles. La population autochtone pygmée est la première population conservatrice des ressources naturelles. Alors cette activité pourrait être aussi une voie de renforcement des capacités afin que
la population locale ait la capacité forte pour mieux protéger et conserver notre ressource naturelle ici en République démocratique. Notez que l'impact de ces assises serait de voir repenser les rôles que jouent les peuples autochtones et les communautés locales dans les missions de conservation des écosystèmes. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mise en onde de Grâce Lema. Merci à Théo Sakeno qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Eric Lecoquet qui a participé à la rédaction. Rachel Insu était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.live et sur les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le débat spécial Ville à Kinshasa. Ma problème avec Kinoa ezali nini torobongisa yango ndenge nini. Bana Mongafula, bana Kinshasa, bana Barumbu, bana Lingwala, bana ya Kitambo, bana ya Ngaliema, bana ya Gombe. Ce jeudi, en direct du stade Vélodrome de Kitambo. L'émission, les débats, et ça, la seule émission. En direct et en public, de 10h à 13h30. Boya et Belé. 185, des 110, 11, 11.